génétique, et aujourd'hui, nous allons enfin nettoyer cette tâche. La voix de mon père résonnait à travers le vignoble bordelais, chaque mot étant une frappe calculée. Il leva son verre de cristal rempli de champagne millésimé et pointa directement son doigt vers moi. Debout à l'arrière, vêtue de mon uniforme de serveuse, je vis les 200 invités se retourner pour me dévisager. Ma mère sirotait son vin, imperturbable. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas enfuie. J'ai simplement consulté ma montre. 21h11. Parfait. Il pensait mettre un terme à mon avenir, mais il ne réalisait pas qu'il venait de déclencher le piège que j'avais passé 5 ans à construire. Je me suis glissée par les portes de service pour entrer dans la cuisine professionnelle, le lot rassis inoxydable étouffant les éclats de rire de mon père et les applaudissements des convives. Ici, le silence était froid et stérile, ce genre de calme qui permet enfin de s'entendre penser. J'ai posé le plateau de flûte sale sur le comptoir et j'ai regardé l'enveloppe Kraft que Maître Roche m'avait glissée dans la main. Mes mains ne tremblaient pas, elles étaient d'une stabilité absolue. C'est ce que 5 années à retenir son souffle vous apprennent, la maîtrise de l'immobilité. Je m'appelle Léa. J'ai 27 ans. Et pendant la dernière demi-décennie, mon titre officiel au sein de l'empire familial était « stagiaire familial non rémunéré ». C'était l'idée de plaisanterie de mon père, tandis que ma sœur Victoire recevait une allocation annuelle de 500 000 € pour entretenir son réseau mondain entre Paris et Londres. On m'avait attribué une chambre dans les quartiers du personnel et un salaire de 0 €. Mon père appelait cela « forger le caractère ». Il disait que parce que j'étais « lente », son mot préféré pour me qualifier, je devais apprendre la valeur du travail acharné en partant du bas de l'échelle. Alors, j'ai travaillé. J'ai géré la logistique du domaine, j'ai tenu la comptabilité de la branche commerciale et j'ai dessiné les plans architecturaux du nouveau chai de dégustation pour lequel Victoire recevait tous les honneurs à l'extérieur. Mais la cruauté ne résidait pas dans l'absence d'argent, elle résidait dans la paperasse. Chaque vendredi à 17h précise, mon père me convoquait dans son bureau. Il faisait glisser une feuille de présence sur son bureau en acajou. « Signe ça », disait-il en faisant tourner son cognac. Documente tes heures. Nous avons besoin d'une trace du temps qu'il te faut pour accomplir des tâches simples. C'est pour ton propre développement. Je les signais. Chaque semaine, 80 heures, 90 heures. Je notais chaque minute. Je récurais les sols, j'équilibrais les tableurs et je concevais des bâtiments pendant qu'il se moquait de mon écriture, me répétant que j'avais de la chance qu'il me laisse vivre sous son toit. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai signé des documents conçus pour m'humilier. Il existe un piège qui se referme sur vous quand vous êtes élevé par des gens qui considèrent la gentillesse comme une faiblesse et la cruauté comme une forme d'amour. C'est le piège de la cruauté normalisée. Quand on grandit dans une cage, on ne rêve pas de la jungle, on rêve juste d'une cage un peu plus grande. Ils avaient passé 27 ans à me convaincre que j'étais brisée, que j'étais un fardeau, et que leur exploitation était en fait de la charité. Je croyais que si je travaillais plus dur, si je prouvais mon utilité, ils finiraient par me voir. Je pensais gagner ma place dans la famille. J'ai baissé les yeux sur le document que Maître Roche m'avait remis. Ce n'était pas un testament. C'était une copie des statuts constitutifs de la société, datant d'il y a 10 ans et signé par ma grand-mère, Béatrice. Mes yeux ont parcouru les pages jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur une clause spécifique surlignée en jaune. Je me suis figée. L'air de la cuisine sembla chuter de 10 degrés. J'ai sorti mon téléphone de ma poche pour ouvrir l'archive numérique où j'avais secrètement scanné chacune de ces feuilles de présence pendant 5 ans. Non pas parce que je pensais qu'elles étaient précieuses, mais parce que je suis névrosée par l'archivage. Mon père pensait documenter mon incompétence. Il pensait monter un dossier pour prouver que j'étais lente, stupide et inutile. Il pensait me faire honte. J'ai suivi du doigt la signature sur l'écran, sa signature, vérifiant mes milliers d'heures de travail non rémunérées. Il ne documentait pas ma honte, il documentait sa dette. Et en relisant la clause du contrat de ma grand-mère, j'ai réalisé avec une montée d'adrénaline qu'il venait de céder son royaume, un vendredi après-midi à la fois. J'ai rangé le téléphone. J'ai repris le plateau. Je n'étais plus la bonne, j'étais l'huissier,
et il était temps de passer à la caisse. Je suis sorti de la cuisine et je me suis dirigé droit vers l'estrade principale. L'orchestre jouait une reprise de jazz générique, le genre de musique conçue pour que les riches se sentent à l'aise pendant qu'ils ignorent le personnel. J'ai repéré la console d'alimentation principale derrière un treillage de roses blanches. Je n'ai pas hésité. Je me suis penché et j'ai arraché le câble principal. La musique s'est éteinte dans un gémissement électronique. Les micros se sont coupés. 200 conversations se sont interrompues net. Le silence qui a suivi n'était pas paisible, il était lourd, épais de confusion et de la prise de conscience soudaine que quelque chose n'allait pas. Mon père, Grégoire, s'est figé en plein rire. Il a regardé autour de lui, son sourire vacillant jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi, debout près de la prise de courant. Les veines de son cou ont commencé à gonfler. Il a quitté la scène d'un pas rageur, marchant vers moi avec cette démarche agressive qu'il réservait d'habitude au licenciement des cadres. Victoire le suivait de près, le visage tordu par le mépris. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a sifflé Grégoire, m'attrapant le bras assez fort pour me faire un bleu. « Rallume le courant tout de suite. »« Je ne peux pas, » ai-je dit calmement. « La fête est finie. » Victoire a éclaté d'un rire au perché et cassant. « Oh mon Dieu, regardez-la. Elle essaie vraiment de gâcher mon moment. »« Tu es à ce point jalouse, Léa ? Ce n'est pas parce que papa a enfin admis que tu es un poids mort que tu as le droit de faire un caprice. »« Ce n'est pas un caprice, » ai-je répondu. « C'est une expulsion. » Grégoire s'est alors adressé aux invités proches d'un ton faussement jovial qu'il utilisait pour limiter les dégâts. « Ne faites pas attention à elle. Ma fille fait encore une de ses crises. S'il vous plaît, reprenez un verre, nous allons gérer cela. » Il s'est penché près de mon oreille, son haleine sentant le vieux scotch. « Tu veux jouer ? Très bien, jouons. Je ne comptais pas te le dire avant lundi, mais puisque tu te comportes comme une folle, sache que nous avons déjà signé les papiers. » Quels papiers ? La mise sous tutelle, a-t-il chuchoté, les mots glissant comme une lame de couteau. Nous t'envoyons au pain murmurant la semaine prochaine. Un placement de longue durée. Il est clair que tu es mentalement instable. On ne peut pas te faire confiance pour vivre seul, et encore moins pour fréquenter des gens normaux. Mon sang s'est glacé. Les pains murmurants n'étaient pas un centre de soins, c'était un entrepôt pour les parents gênants des familles fortunées. Ils ne se contentaient pas de me mettre à la porte, ils prévoyaient de m'enfermer, de me réduire au silence, de m'effacer complètement pour ne plus avoir à contempler leur échec. « Vous allez m'interner ? » ai-je demandé, la voix n'étant plus qu'un souffle. « C'est pour ton bien, » a ajouté ma mère en apparaissant à ses côtés, ajustant son bracelet de diamant comme si nous discutions du menu du dîner. « Tu es manifestement souffrante, Léa. Regarde-toi, tu donnes en spectacle. Seule une personne malade ferait cela à sa propre sœur. » Ce fut le moment où le dernier fil a rompu. La fibre microscopique de loyauté que j'entretenais encore pour ces gens s'est désintégrée. Ils n'étaient pas ma famille, ils étaient des prédateurs. Et on ne négocie pas avec les prédateurs, on les neutralise. « Vous avez raison, » ai-je dit en dégageant mon bras de son emprise. « Je donne en spectacle, mais vous n'avez encore rien vu. » Je me suis détourné et j'ai marché vers la scène. Le microphone était éteint, mais ma voix n'avait jamais été aussi forte. Je suis monté sur l'estrade et j'ai rebranché le câble d'alimentation principal. Un Larsen strident a déchiré l'air, forçant les 200 invités à se boucher les oreilles. C'était un son laid, violent et brut, mais il a rempli sa mission. Les murmures se sont tus, les rires sont morts. J'ai tapoté le micro 2 fois. « Mesdames et messieurs », ai-je dit, ma voix résonnant à travers le vignoble avec une clarté qui a fait tressaillir ma mère. « J'ai besoin de votre attention. Cet événement est officiellement terminé. » Grégoire s'est figé au pied des marches de la scène, le visage congestionné par une rage pourpre. « Coupez le micro !» a-t-il hurlé au technicien du son qui nous regardait tour à tour, ne sachant plus qui signait ses chèques. « Ne l'écoutez pas, elle fait une dépression nerveuse. » Je ne fais pas de dépression, ai-je lancé en balayant du regard la mer de costumes de créateurs et de robes de soie.
Je mène une transaction commerciale et, en ce moment même, vous êtes tous en train de violer une propriété privée. Descends de cette scène. A hurlé Victoire en relevant sa robe haute couture pour monter les marches. Tu es en train de tout gâcher. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement ouvert le dossier que Maître Roche m'avait donné et j'ai brandi le document aux bordures bleues pour que le premier rang puisse le voir. Pendant 27 ans, mon père vous a dit que le domaine des Hauts-Plateaux était son héritage. Il a menti. Il y a 10 ans, ma grand-mère Béatrice a divisé cette propriété en 2 parcelles juridiques distinctes, l'aile résidentielle où dorment mes parents, et l'aile commerciale comprenant les vignes, le chai et cette pelouse de réception sur laquelle vous vous trouvez actuellement. J'ai baissé les yeux vers Grégoire. Il avait cessé de bouger. La couleur quittait son visage alors que la réalité le percutait de plein fouet. Il connaissait l'existence de cette division, il pensait simplement que je ne verrais jamais l'acte de propriété. Selon les statuts de la société, je continuais d'une voix froide et monocorde, la propriété de l'aile commerciale est transférée automatiquement à l'actionnaire majoritaire du trust familial. Et grâce aux documents de travail non rémunérés que mon père vient de passer 5 ans à valider de sa propre signature, l'actionnaire majoritaire, c'est moi. Un souffle de stupéfaction a parcouru la foule. J'ai vu les investisseurs du premier rang chuchoter et sortir leur téléphone. Ils comprenaient les prises de contrôle hostiles, ils comprenaient le levier juridique. En tant que propriétaire unique de ce lieu, ai-je annoncé, je révoque par la présente l'autorisation pour cet événement en raison de graves préoccupations concernant la compétence de la direction actuelle. Vous avez 10 minutes pour évacuer les lieux avant que je n'autorise l'expulsion de tout personnel non autorisé. Tu ne peux pas faire ça. Rugit Grégoire en se jetant vers les escaliers. C'est ma maison. Sécurité. Sortez-la de là. Sécurité, ai-je répété dans le micro. Veuillez escorter les intrus vers la sortie. Il s'est retourné, s'attendant à voir les vieux gardes du domaine. Au lieu de cela, 5 hommes en uniforme tactique noir ont émergé de l'ombre des treilles. Je ne les avais pas recrutés localement, Maître Roche les avait fait venir d'une agence de protection privée de Lyon. Ils se déplaçaient avec la précision silencieuse et lourde d'un orage. 2 d'entre eux se sont placés devant la scène, bloquant Victoire et ma mère. Les 3 autres ont formé un mur entre Grégoire et les invités. 10 minutes, ai-je dit en consultant à nouveau ma montre. Je vous suggère de prendre vos sacs cadeaux, la route jusqu'au portail principal est longue à pied. Pendant un instant, personne n'a bougé. C'était un face-à-face entre l'ancien roi et la nouvelle réalité. Puis, le premier invité, un viticulteur rival qui détestait mon père depuis des années, a posé son verre et a commencé à marcher vers la sortie. Cela a rompu le charme. Le troupeau a suivi. La fête s'est désintégrée en un flux chaotique de valets et de confusion. Je me tenais sur scène, regardant l'image parfaite de ma famille s'effondrer en temps réel. Je me sentais grande. Je me sentais redoutable. Mais Grégoire n'en avait pas fini. Il m'a fixé, ses yeux se réduisant à des fentes de pure malveillance. Il a plongé la main dans la poche de sa veste, non pas pour une arme, mais pour son téléphone. Il n'avait pas l'air vaincu, il avait l'air d'un homme prêt à renverser le plateau de jeu parce qu'il était en train de perdre. Il a tapé un message unique et a souri. C'était le sourire d'un prédateur qui sait quelque chose que sa proie ignore. Le son des sirènes a soudain déchiré l'air de la vallée comme un cri. Cela a commencé doucement, un hurlement lointain s'élevant au-dessus du murmure des invités sur le départ, mais en quelques secondes, c'est devenu assourdissant. Des gyrophares bleus et rouges ont éclaté contre le treillage blanc, peignant le vignoble de couleurs violentes et stroboscopiques. Les derniers invités se sont figés. Les gardes de sécurité ont regardé vers l'allée. Même Victoire a cessé de hurler. J'ai regardé Grégoire. Il ne regardait pas les voitures de gendarmerie approcher, il me regardait, vérifiant sa montre avec la satisfaction calme d'un homme qui vient de chronométrer parfaitement une démolition. Tu ne pensais tout de même pas que je te laisserais partir avec mes biens ? A-t-il demandé, la voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. 3 voitures de patrouille ont pilé au bord de la pelouse. Les portières se sont ouvertes. Des officiers en uniforme en sont sortis, les mains posées près de leur holster.
Se déplaçant avec l'urgence agressive d'un raid à enjeux élevés, je m'attendais à ce qu'il se dirige vers Grégoire. Je m'attendais à ce que Maître Roche s'avance pour expliquer l'intrusion. Je m'attendais à de la logique. Au lieu de cela, l'officier de tête a pointé son doigt directement vers moi. « Léa !» a-t-il crié, ignorant totalement mon père. « Éloignez-vous du pupitre et gardez vos mains en évidence. » Mon cœur a sombré. Quoi? Je suis la propriétaire. Je suis descendue de l'estrade, mes jambes me donnant l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. 2 agents m'ont saisi par les bras avant même que mes pieds ne touchent l'herbe. Ils m'ont fait pivoter, forçant ma poitrine contre le flanc de la scène. Vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé et espionnage industriel, a récité l'officier, tandis que le métal des menottes se refermait sur mes poignets. Nous avons une déposition sous serment concernant le vol de 50 000 € de réserve de 20 millésimés et le vol de secrets commerciaux exclusifs. Le mot « vol » a résonné à mes oreilles, absurde et terrifiant. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère debout près du treillage, serrant son collier de perles, jouant à la perfection le rôle de la victime dévastée. Victoire filmait tout avec son téléphone, un sourire aux lèvres. Et Grégoire marchait vers les gendarmes en secouant la tête avec une performance de profonde tristesse paternelle. « Je suis tellement désolé, messieurs », a-t-il dit assez fort pour que la foule persistante entende. Nous avons essayé de gérer cela en interne. Nous ne voulions pas impliquer les autorités. Mais quand elle est devenue violente, quand nous avons réalisé tout ce qu'elle avait pris. Vous avez déposé plainte ce matin, ai-je réalisé en le fixant. Il est entré dans mon espace personnel, assez près pour que les officiers croient qu'il me faisait des adieux larmoyants. Il s'est penché, ses yeux vides de toute humanité. Bien sûr que je l'ai fait, a-t-il chuchoté. Pensais-tu vraiment que je laisserais mon héritage sans protection contre une petite fille jalouse et incompétente? Je savais que tu préparais quelque chose. Je savais que tu essaierais d'utiliser tes petits codes d'accès pour nous nuire. Il a tapoté mon épaule pour le bénéfice du public. Tu vas en prison, Léa, a ricané Grégoire. Tu vas te noyer dans les frais de justice pendant que je récupère tout ce que tu pensais avoir gagné. Il a souri comme un loup montrant ses crocs. Pendant un instant, je l'ai cru. 5 ans de travail non rémunéré, des semaines de 80 heures à essayer de prouver ma valeur, tout cela pour être piégé par l'homme pour qui j'avais bâti cette entreprise. Les policiers m'entraînaient. Les invités chuchotaient, et je me sentais disparaître. Puis une voix a tout coupé. « Officier, retirez ces menottes. » Tout de suite. Maître Roche s'est avancé, un document brandi comme une épée. Vous arrêtez la propriétaire majoritaire de ce domaine pour avoir prétendument volé sa propre propriété. Faites cela, et le procès sera légendaire. L'officier s'est figé. C'est lui qui a déposé la plainte. C'est lui le propriétaire. Non, a répondu Roche calmement. Il est un investisseur à hauteur de 14%, avec 0 autorité. Roche a plaqué les statuts de la société sur le capot d'une voiture. Article 4, apport en industrie. 40 heures de travail par semaine pendant 36 mois convertissent le travail non rémunéré en actions de préférence à double valorisation. Le visage de Grégoire s'est vidé de son sang. Roche a ouvert une boîte remplie des feuilles de présence, toutes signées par Grégoire, documentant chaque heure que j'avais travaillé. Calculé par rapport à la valorisation actuelle, a déclaré Roche, Mademoiselle Léa détient 60% des parts. L'officier a regardé les papiers, puis m'a regardé. Elle est propriétaire du vin. Elle est propriétaire de tout, a ajouté Roche. Y compris du sol sur lequel vous vous tenez. Les menottes sont tombées. Mon père a semblé rétrécir sous mes yeux. L'argent envolé. Le pouvoir évaporé. Il n'était plus un roi, juste un petit homme effrayé. L'officier a demandé, voulez-vous porter plainte? J'ai regardé Grégoire, brisé, silencieux. Non. Faites-les simplement sortir de ma propriété. La sécurité a escorté mon père, ma mère et ma sœur jusqu'au portail. Leurs protestations se sont éteintes dans le silence du vignoble alors qu'ils s'éloignaient en voiture. Cette nuit-là,
sous la lumière de la lune, Maître Roche a levé son verre à la nouvelle maîtresse des lieux. 6 mois plus tard, le « domaine des Hauts-Plateaux » n'existe plus. C'est désormais le « vignoble Béatrice et Léa ». Le château est devenu une résidence d'écriture pour auteurs. Mon ancienne chambre est un bureau pour une fondation de bourses d'études, nous finançons des étudiants en qui personne ne croyait, des gens comme moi. Grégoire et ma mère vivent désormais modestement dans le sud de l'Espagne. Je leur envoie de petits chèques, au montant du SMIC, formatés exactement comme des fiches de paie. Victoire travaille dans un cabinet d'avocats, elle m'a demandé un prêt, je lui ai envoyé un formulaire de candidature pour les vendanges à la place. Dans mon nouveau bureau est accroché un seul objet encadré, une feuille de présence de mon 25e anniversaire, 82 heures, signée par Grégoire. Un rappel constant que le pouvoir ne s'hérite pas, il se gagne. Les limites sont des portes, et parfois, le bouc émissaire finit par devenir le maître de maison.